dernière séquence avant la pause, hein, difficile tâche, je me tourne vers Patrice Geoffrand. Bonjour Patrice, vous Bonjour. êtes économiste, membre du Cercle des économistes, enseignant, professeur d'économie à Paris-Dauphine, PSL. Hein. Et vous allez nous parler, ça a même été déjà évoqué tout à l'heure, du coût de l'inaction, ou plutôt, si j'ai bien compris, à ce que ça nous aurait coûté, en moins ce que ça nous aurait permis d'économiser si on avait été un peu plus en avance, un peu moins en retard en matière de décarbonation. Exactement, et ce que ça nous permettra d'économiser à l'avenir si avec un peu de recul on regarde ce qu'on aurait pu éviter dans le passé. Mais merci de l'invitation. Je prends ce colloque en route, mais pour des raisons assez graves. Dans mon université à Dauphine, nous rendions hommage à 14 heures à Dominique Bernard, et ce qui fait que mes propos introductifs vont peut-être recouper certaines des questions qui ont déjà été évoquées. Donc vous l'avez dit, dans ce papier, vous allez trouver dans le document qui vous a été distribué, la question à laquelle on s'intéresse est celle de l'inaction. Une question assez traditionnelle en économie. En économie, finalement, lorsqu'on essaie de voir l'intérêt d'investir dans des grands projets, notamment des projets d'infrastructures dans lesquels il y a une dimension publique, on va comparer cette infrastructure à ce que l'on n'aurait pas fait sinon, à un référentiel. Et en fait, on s'est amusé, entre guillemets, à essayer de regarder où nous en serions aujourd'hui en matière de transport et en matière de coûts collectifs, avec des vrais coûts, notamment en termes de dette publique, si nous avions été plus avancés en termes de décarbonation des transports. Et on l'a fait avec quelques camarades, notamment du cabinet Alterman, et je salue Benoît Thirion qui est là au perchoir, au pigeonnier. On l'a fait de manière assez œcuménique, de manière très large, et pour le rail et pour la route. Et pour la route, on l'a fait avec Vinci Autoroute. On est allé regarder ce qu'il en coûterait de décarboner totalement le réseau autoroutier français. Donc pour mémoire, à peu près 12 000 km, concédés à peu près aux trois quarts. On a regardé les investissements, une soixantaine de milliards, pour des efforts à déployer sur cette décennie et évidemment sensiblement au-delà, mais avec la possibilité de se retrouver à ce moment-là avec une infrastructure qui aujourd'hui évidemment est emblématique d'un monde très carboné, mais pour se retrouver comme par miracle à ce moment-là avec une infrastructure totalement décarbonée et adaptée au changement climatique et mieux préparée peut-être qu'aujourd'hui à la sismicité, etc., et de nature à intégrer également toutes les mobilités décarbonées. J'ai bien entendu le débat qui a surgi un moment, en tout cas vers la fin, entre électrique versus gaz, etc. On a été assez œcuménique. Le résultat des courses, on s'est dit, ça coûte une soixantaine de milliards. Et ces 60 milliards, ils sont à comparer avec le coût de construction à neuf du système autoroutier, qui était à peu près on est à 25% du coût initial. Et donc, c'est un travail qu'on a commencé maintenant il y a quelques années en essayant de faire adhérer à quelques convictions dans ce domaine. Et puis, bon, on s'est quand même aperçu que ça ne modifiait pas totalement les termes du débat, qui en matière autoroutière, évidemment, a une certaine sensibilité. Donc, on s'est dit, on va creuser et pour essayer de convaincre, on va regarder au contraire ce que nous coûterait l'inaction. Alors l'inaction, on est fondé à la mesurer. Hein. Si on regarde la courbe des émissions de gaz à effet de serre en matière routière, en matière de transport, et notamment à 95% de fait en matière routière depuis 1990, on a un léger faux plat montant et qui va dans la direction opposée à celle qu'on souhaite atteindre. Donc le fait de comparer la réduction de 30%, qui est l'engagement de politique publique à l'horizon 2030, c'est-à-dire après-demain matin, à l'inaction, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit. On est fondé à anticiper qu'on va avoir du mal à casser cette courbe puisqu'on n'est jamais parvenu à le faire. Et donc on s'est livré à ce moment-là quelques calculs pour essayer de convaincre qu'il en coûtera plus de ne pas agir que d'agir. Alors, cette question du coût de l'inaction, c'est une question qui est assez classique en matière d'économie du changement climatique, et notamment, on en parle assez régulièrement, et notamment à chaque COP, dans le prolongement des travaux de Nicolas Stern, vous savez, cet auteur de référence en matière d'économie du changement climatique, qui s'est vu commandité il y a une bonne quinzaine d'années maintenant par le gouvernement britannique, le rapport qui fait encore référence aujourd'hui sur l'économie du changement climatique et les coûts du changement climatique. Et cette idée est mise en avant à ce moment-là, consistant à dire qu'il est beaucoup plus coûteux, in fine,
de ne pas agir que d'agir. Une idée qui n'a pas bouleversé la donne depuis, mais qui de fait fait partie, peut-on dire, du sens commun, mais qui comporte un piège, parce que finalement, pour nous Français qui sommes aujourd'hui peu émetteurs et qui avons fait un certain nombre d'efforts pour cela, alors on est très émetteurs évidemment en matière de transport, on n'a pas échappé à cette malédiction que j'évoquais en préambule et qui nous réunit aujourd'hui, mais de fait, globalement, on peut tout à fait considérer qu'on n'émet qu'à peu près 1% des émissions mondiales et que le fait d'agir pour nous ne modifiera pas la donne, et de fait, ça ne modifiera pas la donne en termes global d'émissions de gaz à effet de serre. Mais tout cela parce qu'on considère que l'inaction produit uniquement des coûts globaux, Et d'ailleurs, ces coûts globaux, très généralement, on les mesure. On a une belle valeur qui nous a été produite par France Stratégie et sous la houlette d'Alain Quinet, qui nous dit que les coûts globaux de l'inaction, eh bien, c'est 250 € la tonne de CO2 qui n'aura pas été évité en 2030, 500 € en 2040, 750 € en 2050. Donc je vois beaucoup d'approbation dans la salle. Ça fait évidemment beaucoup d'argent, mais de fait, c'est un cadeau qui est fait au monde, et ce cadeau, on a du mal à y consentir, notamment lorsqu'on est en période de crise. Et comme on est toujours en période de crise, évidemment, faire ce cadeau, ça nous est compliqué. Et donc, dans le travail qu'on a fait, et vous trouverez les références dans l'article de l'Hémicycle qui fait mention de cette réflexion sur le coût de l'inaction, eh bien, on est allé regarder plutôt les coûts locaux de l'inaction. Et il y en a. Et ces coûts locaux, des gens très sérieux, notamment le Sénat, nous dit assez régulièrement, et s'est saisi de cette question il y a plus d'une dizaine d'années, en allant regarder les coûts de la pollution de l'air et en faisant des recensions sur la littérature d'évaluation dans ces domaines. Et on nous dit que les coûts de la pollution de l'air, c'est entre, attention, vous les connaissez sans doute, mais c'est intéressant de se les rappeler, 2 et 4% du PIB. 2% du PIB, 50 milliards, 4% du PIB, 100 milliards. Avec 100 milliards, on peut faire pas mal de choses. Évidemment, c'est le monde dans lequel on vit, mais ce monde, il est conduit à traverser des circonstances un peu singulières, comme la crise sanitaire, dont nous sommes sortis ou pas. Et cette crise sanitaire, il y a toute une littérature qui est issue naturellement du monde médical et qui vient montrer qu'il y a eu un effet de renforcement des tensions sur le système de santé. Espérons que ma toux ne soit pas une toux sanitaire liée à ce dont je vous parlais à l'instant. Et donc, ce qui me conduit à perdre le fil en plus. Voilà, un peu d'eau, merci beaucoup. Et donc, des travaux qu'on est allé regarder également. Merci beaucoup. Qu'on est allé regarder également d'assez près, montrent assez clairement des effets de tension sur le système sanitaire dans les métropoles, et notamment les métropoles européennes. Alors, il y a beaucoup de travaux en Chine, on n'en est pas surpris, beaucoup de travaux en Inde, mais ça marche aussi tragiquement, si je puis dire, et sans grande surprise pour l'Europe, et en montrant, par exemple, qu'en Lombardie, vous savez que la Lombardie, c'est la partie de l'Europe qui a été la première sous tension au début du Covid, en Île-de-France également, et montrant que parmi les raisons pour lesquelles il y a eu des tensions plus fortes dans l'Est de la France, en Île-de-France, qu'à Bordeaux ou à Nantes, à tel point qu'on a organisé plutôt des transferts vers ces métropoles de l'ouest de la France, eh bien, il y a cette question de la qualité de l'air. Je veux en venir au point suivant, cette question des tensions induites par la qualité de l'air. On sait bien, on l'a vécu collectivement, donc je ne vais pas vous rappeler ce qu'on a vécu collectivement. Ce qu'on a vécu, c'est le confinement et le quoi qu'il en coûte, et ce quoi qu'il en coûte nous renvoie également à du vrai argent. Un argent qui, in fine, va se retrouver dans la dette publique ou non. Et si vous regardez en début de crise et en sortie de crise à nouveau, si tant est qu'on soit sorti de la crise, eh bien vous avez un delta de dette publique qui est de quelques centaines de milliards. Alors je ne suis pas en train de vous dire que si on avait eu un air pur, on serait passé au travers de cette crise. Évidemment, ça n'aurait pas de sens. Mais de fait, il y a une valeur économique cachée qui n'a pas été prise en compte dans les projets de décarbonation par rapport à toutes les technologies qu'on aurait pu mobiliser dans les transports et dans d'autres domaines. Ça marche également finalement dans le domaine du logement. Eh bien, toutes les technologies qu'on aurait pu mobiliser qui auraient eu ce type de bénéfices également localement. L'autre élément qui entre en ligne de compte, si on va regarder également les coûts de l'inaction, c'est qu'à l'évidence, si on avait été plus décarboné, et là spécifiquement
plus décarbonée dans le domaine de la route, eh bien, il y a de bonnes raisons également d'imaginer qu'à chaque fois qu'on a eu un sursaut du prix du pétrole, et on s'est amusé à regarder à la main le nombre d'années durant lesquelles on a eu une augmentation du prix du pétrole d'au moins 50%. Alors ensuite, ça redescend, parfois, pas toujours. Eh bien, on trouve une bonne douzaine d'années depuis les premiers chocs pétroliers, auxquels évidemment on fait référence parce qu'ils ont modifié en profondeur nos sociétés occidentales. Mais on vit, en tout cas depuis 2008, avec un monde qui est un monde de chocs pétroliers. Vous regardez la courbe des prix du pétrole, elle est fractale. Donc ça donne des choses assez étranges. Premièrement, ça donne la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes, de mon point de vue, on l'a à tort attribuée à la taxe carbone, qui était de fait une toute petite taxe, mais qui était posée sur un sous-jacent qui, lui, variait très fortement. On a un prix du baril qui se met à doubler entre 2016 et 2018, jusqu'au point de fusion, si on peut dire, de notre société. Et ça a eu également des conséquences financières à très long terme et très durables, notamment parce que la taxe carbone, elle a été gelée et qu'elle aurait dû produire 100 milliards d'euros de plus de recettes à l'horizon 2030. Et enfin, dernier en date des chocs qu'on aurait pu s'éviter, au moins en partie, évidemment, c'est la guerre l'an dernier et le point de tension dans lequel nous sommes sur l'ensemble de nos approvisionnements fossiles en particulier, mais de fait pas uniquement. On est conduit aujourd'hui en Europe à vivre dans la partie du monde qui a les prix énergétiques les plus élevés, à peu près x2, x3. Et donc, si on doit remercier Vladimir, c'est de nous faire vivre désormais dans un régime de taxes carbone de fait assez élevé. C'est tragique de devoir l'admettre. Ça veut dire, à contrario, que si on avait été plus décarboné, eh bien, on aurait moins de tensions, et on aurait notamment moins de tensions sur les finances publiques. Alors tout ça, c'est un récit qui vaut assez largement pour l'Europe. L'an dernier, si vous voulez avoir un ordre de grandeur, l'ensemble des boucliers qui ont été mis en œuvre, alors évidemment pas uniquement pour le prix à la pompe, c'est à peu près 700 milliards d'euros pour l'Europe entière, en incluant pour la circonstance les Britanniques. Donc à l'évidence, c'est un fusil à un coup, et on ne pourra pas se permettre à l'avenir de faire face à des chocs de cette ampleur. On n'est pas du tout garanti d'échapper à l'avenir à ce type de choc. Il y a de bonnes raisons d'imaginer d'ailleurs que la créativité dont fait preuve le gouvernement depuis quelques semaines pour essayer d'imaginer les conditions dans lesquelles les distributeurs de carburant pourraient vendre à perte ou vendre à prix coûtant, etc., et bien que cette créativité, elle est liée au fait que, je ne sais pas comment le dire, le roi est nu en sortie de quoi qu'il en coûte, et on est un peu au bout du bout de ce qu'on peut faire dans ces domaines. Donc je reviens au point de départ, il me semble qu'il est absolument urgent d'accélérer. Il manque peut-être un terme, il y a le où et comment, mais il y a le quand. Le quand, c'est ici et maintenant. Et en tout cas, me semble-t-il, pour avoir un débat qui soit... moi, je suis, j'allais dire, très modestement un économiste, qui en tout cas, économiquement, soit plus rationnel que le débat que nous avons à l'heure actuelle. Considérons que le coût de l'inaction, c'est un coût ici et maintenant, et qui fait non pas uniquement que les générations qui suivent, et moi étant grand-père, je suis très très soucieux évidemment des générations qui me suivent, mais je suis très soucieux de l'état de notre société dans les années à venir. Et donc cette société, si on n'accélère pas sa décarbonation, évidemment, on se condamne à subir à nouveau ces coûts, et avec une dette de 3 000 milliards, je doute fort qu'on puisse recourir à nouveau quoi qu'il en coûte. C'est une évidence. Et puis par ailleurs, mais ça a déjà commencé à être évoqué, il y a derrière tout ça des considérations sociales qui sont absolument importantes, parce qu'on a jonglé là avec des milliards depuis le début de mon propos il y a une douzaine de minutes, mais à l'évidence, derrière tout ça, on a des écosystèmes, ça a été dit plusieurs fois, on a également des logiques d'attractivité qui sont absolument essentielles. Si on regarde les plans de décarbonation des plus grandes entreprises du monde, elles ont toutes des ambitions de décarbonation qui sont extrêmement élevées. Donc ça veut dire qu'à un moment, parmi les logiques d'investissement, et qui va déterminer les investissements, les logiques de localisation, il va falloir, parmi les déterminants, ce ne sera pas le seul de toute évidence, mais ça va compter de plus en plus, il y aura la possibilité d'accéder à une énergie décarbonée, également à des chaînes logistiques qui soient décarbonées. Et au cœur de tout ça, évidemment, à des transports décarbonés. Voilà les quelques idées que je souhaitais partager avec vous.